Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce livre, Mystère à travers les âges. La dernière fois, nous avions lu le chapitre consacré aux pyramides et c'était passionnant. Aujourd'hui, nous allons lire la partie consacrée à l'univers, tout un programme. Et on va relire l'arrière du livre pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Les mystères et les énigmes dans l'histoire du monde et dans l'univers ont fasciné les hommes depuis toujours et suscitent de nombreuses questions. Découvrirons-nous jamais d'autres civilisations dans l'univers? Quel est le secret du triangle des Bermudes? Comment les Égyptiens ont-ils pu bâtir de si grands monuments? Quand apparurent les premiers êtres humains? Quels étaient les mystérieux peuples de la mer? Ce livre explore tous ces mystères à l'aide de textes captivants et d'illustrations en couleurs. Il s'appuie à la fois sur la science contemporaine, l'archéologie moderne et la mythologie. Peut-être réussirez-vous aussi à résoudre certaines énigmes. Alors dans ce chapitre consacré à l'univers, nous allons découvrir le mystérieux univers, le système solaire, étoiles et galaxies, l'exploration de l'univers et l'avenir de l'univers. Les extraterrestres existent-ils? Ah là là, on est curieux d'apprendre tout ça. Introduction. Depuis toujours, les mystères de la nuit étoilée fascinent les scientifiques, les écrivains, les artistes et bien d'autres gens encore. Chaque civilisation aura tenté de comprendre notre univers, mais si de grandes découvertes ont été faites, il nous reste encore un long chemin à parcourir avant de percer tous les secrets du cosmos. Le XXe siècle a été le témoin d'énormes progrès dans l'exploration de l'espace, tandis que de nouvelles technologies de plus en plus complexes naissent ici et là afin de satisfaire notre quête de la connaissance. Notre univers fourmille de satellites, de sondes et de télescopes, dont tous visent le même objectif, élucider les inextricables secrets de l'espace. Quand et comment l'univers a-t-il débuté? Allons-nous un jour découvrir la vie dans d'autres galaxies? Grâce au trou noir, pouvons-nous voyager dans le temps? Existe-t-il une 10e planète dans notre système solaire? Notre univers va-t-il grossir de plus en plus ou au contraire se comprimer et finir par éclater en une gigantesque collision de galaxies? Big Crunch. Nous connaîtrons peut-être un jour la réponse à ces questions et aux milliers d'autres qui intriguent l'être humain depuis des siècles. Pour l'heure, nous tenterons seulement de nous glisser au cœur des mystères de notre univers. Je rajouterai aussi que, depuis que ce livre est sorti, il n'est pas très récent, il y a peut-être eu encore d'autres nouvelles découvertes scientifiques qui ont été réalisées. Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à comprendre l'inexplicable. De nos jours, nous avons toujours soif de découvrir nos origines et de connaître la raison de notre présence ici-bas. Et tout cela se résume, ni plus ni moins, à une description de l'univers dans lequel nous vivons. Stephen Hawking, une brève histoire du temps. Le mystérieux univers. Galilée, 1564-1642, est le premier astronome à observer le ciel au télescope. Le 7 janvier 1610, ce qu'il aperçoit en braquant sa lunette astronomique sur la planète Jupiter le plonge dans la stupéfaction. 4 petites étoiles apparaissent bien visibles en orbite approchée. Elles comptent parmi les nombreuses lunes, 16 au total, de Jupiter. Leur découverte
découverte constitue un véritable défi au christianisme qui prétend que la Terre se trouve au centre de l'univers. Désormais, on détient la preuve du contraire. D'autres savants ont avancé des idées similaires, comme le prêtre polonais Nicolas Copernic, mais Galilée possède des preuves tangibles. Le pape Urbain VIII déclare que sa théorie est fausse et absurde. Galilée persiste et publie en 1623 un ouvrage intitulé L'Essayeur, soutenant les thèses de Copernic. Le pape le menace de torture s'il ne renonce pas à ses idées. Mais en 1632, il écrit le dialogue sur les deux principaux systèmes du monde. Cette fois, il n'échappera pas au tribunal de l'Inquisition qui le fait abjurer. Galilée a cédé en murmurant « est pur si mauvais », et pourtant elle tourne. Le malheureux demeurera en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1642. La nouveauté de ces découvertes m'attire les foudres d'un nombre non négligeable de professeurs, comme si j'avais de mes propres mains placé ces choses dans le ciel en vue de bouleverser la nature et la science. Galilée. Les premiers mystères. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes sont fascinés par les mystères du ciel. Les Grecs de l'Antiquité et les anciens Babyloniens seront les premiers à diviser les étoiles et le ciel en groupes appelés constellations, que nous utilisons encore aujourd'hui. Ils observent aussi le mouvement des planètes et étudient l'arrivée des comètes et le comportement des supernovas, les étoiles qui explosent. On pense que les pyramides égyptiennes et le cercle de pierre de Stonehenge en Grande-Bretagne ont été inspirés par des événements liés à l'astronomie. Pourtant, ces peuples anciens n'ont à l'époque aucune idée de la composition ou de la taille de l'univers. Ils pensent que la Terre est plate, sous la voûte céleste étoilée qui tourne autour de la planète une fois par jour. Le culte du dieu Soleil. Les Égyptiens croyaient que le ciel n'était autre que la déesse Nout, qui était son corps au-dessus de la terre. Ré ou Ra était le dieu Soleil qui traversait le ciel dans sa barque céleste une fois par jour. Lorsque des souverains décédaient, on plaçait souvent des bateaux dans leur sépulture afin qu'ils puissent rejoindre le dieu Ré. L'emplacement de la Terre. La plupart des anciens Grecs pensaient que la Terre se trouvait au centre de l'univers. Ptolémée, un astronome grec, affirmait que les étoiles et les planètes tournaient en cercle autour de la Terre, car le cercle était une forme parfaite, créée par les dieux. Pendant plus de 1500 ans, les hommes ont accepté sa manière de décrire le fonctionnement de l'univers. Découverte des anciens. Le philosophe grec Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, prouva que la Terre était ronde. Il expliqua que lorsque l'ombre de la Terre passe devant la Lune au cours des éclipses, ses bords apparaissent courbes, ce qui prouve sa forme sphérique. Le divin Soleil. Pendant des milliers d'années, différents peuples ont adoré le soleil à l'égal d'un dieu. Les hindous l'appelaient Surya. C'était l'un des trois principaux dieux de leur livre de la connaissance divine. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs associaient le soleil au dieu Apollon. Combien d'étoiles dans le ciel? À l'œil nu, nous apercevons environ 2000 étoiles lorsque la nuit est claire. Mais notre galaxie en contient déjà 100 millions à elle seule. Tout l'univers doit sans doute englober 1 milliard d'1 billion, millions de millions d'étoiles. Soit, je ne saurais pas lire le chiffre là, il y a beaucoup trop de zéros. Bon, en gros, il y a vraiment beaucoup d'étoiles. Des lumières dans le ciel. Jadis, des phénomènes étranges dans
le ciel semait la panique et la frayeur parmi les gens, car ces derniers y voyaient de mauvais présages. Les comètes terrorisaient bon nombre de personnes, tandis que les aurores boréales ou les apparitions naturelles de lumière colorée étaient perçues comme la manifestation de la colère des dieux. Les prévisions astrologiques. L'astrologie se fonde sur une ancienne croyance qui prétend que les étoiles et les planètes contrôlent notre vie. Les signes du zodiaque représentent les 12 constellations d'étoiles que le Soleil traverse chaque année. Un astrologue établit votre horoscope à partir de la position des planètes, à votre date de naissance et peut ainsi prédire votre avenir. La Terre est ronde. La Terre semble plate, mais Aristote a découvert qu'en réalité ce n'était pas le cas. Il savait qu'on ne pouvait pas voir le même nombre d'étoiles selon l'endroit où l'on se trouve. Ainsi, la scintillante étoile Canope peut s'apercevoir dans le ciel d'Égypte, mais pas en Grèce, ce qui ne se produirait pas si la Terre était plate. Le bonheur est dans le ciel. Les peuples anciens représentaient le ciel comme une voûte parsemée d'étoiles, car plus haute que les montagnes les plus élevées. De nombreuses religions affirment que les cieux renferment un monde meilleur, que nous rejoignons à notre mort, à condition d'avoir eu une bonne conduite de notre vivant. Ceux qui auront fait preuve de méchanceté seront condamnés à vivre dans les entrailles de la terre. Théories et idées nouvelles. Copernic, 1473-1543, le premier, va remettre en cause la théorie de Ptolémée, selon laquelle la Terre se trouve au centre de l'univers. Il se rend compte que l'on explique plus facilement le mouvement des planètes si le Soleil se trouve au centre. Craignant l'avis des théologiens, il ne publiera son œuvre que quelques jours avant sa mort. À l'instar de Ptolémée, Copernic pense que les planètes se déplacent en décrivant des cercles. Mais Johann Kepler, 1571-1630, démontrera que leurs orbites sont elliptiques. Elles décrivent un ovale. Pour expliquer cette théorie, Isaac Newton, 1642-1727, va établir la loi de l'attraction universelle, la force de gravité qui attire les objets les uns vers les autres. Enfin, au XXe siècle, les théories d'Albert Einstein mettront en relation la gravité ou pesanteur, l'espace et le temps pour expliquer la forme de l'univers. Quelle est la taille de l'univers? L'univers est si grand que la lumière qui se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde mettrait des milliards d'années pour parvenir jusqu'à nous. Redéfinir l'univers. Copernic ne soutenait pas la théorie de Ptolémée, selon laquelle les étoiles décrivaient un cercle autour de la Terre à raison d'une fois par jour. Il comprit du même coup que ceci ne pouvait pas expliquer tous les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes. Selon lui, la Terre n'était qu'une planète ordinaire et non pas le centre de l'univers. L'attraction terrestre. La théorie de Newton sur la gravité s'applique tout aussi bien à la chute d'une pomme qui se détache de son arbre qu'au mouvement des planètes. Elle affirme que tous les objets sont attirés les uns vers les autres par une force qui dépend de leur masse, la matière qu'ils contiennent, et le carré de la distance qui les sépare. Voilà pourquoi l'orbite des planètes se révèle elliptique. Premières observations. Galilée utilisa sa lunette astronomique pour confirmer la théorie de Copernic, qui place le Soleil au centre de l'univers. Le principe fut inventé
dans un tube, on pouvait grossir des objets situés à distance. Lorsque Galilée en entendit parler, il fabriqua aussitôt sa propre lunette, laquelle lui permit de faire ses extraordinaires découvertes. Observer l'espace. L'astronome danois Tycho Brahe, 1546-1601, construisit un observatoire et étudia avec précision les étoiles et les planètes. Plus tard, son assistant Johann Kepler utilisa ses notes pour démontrer que les planètes décrivaient une orbite elliptique et non pas circulaire. Un génie des temps modernes, Albert Einstein, 1879-1955, fut l'un des plus grands physiciens du XXe siècle. Sa théorie associe l'espace et le temps en une seule entité, l'espace-temps, précisément. La gravité fonctionne en déformant cet espace-temps, ce qui entraîne les objets à suivre une courbe. Fiction ou réalité? Parmi les prédictions les plus fantaisistes de la science-fiction, certaines pourtant se sont réalisées. Toutefois, nous n'avons toujours pas rencontré d'extraterrestres ou inventé un système de propulsion permettant de nous déplacer à la vitesse de la lumière. Selon Einstein, il est impossible d'atteindre une telle vitesse, 300 000 km par seconde. La majeure partie de l'univers demeurera donc toujours hors de notre portée. Le système solaire, une étoile, 9 planètes et toute une série d'astéroïdes, de comètes et des lunes. Cet ensemble forme notre système solaire, l'unique partie de l'univers à se trouver dans le rayon d'action d'un vaisseau spatial moderne. Seule la Terre offre les conditions nécessaires à notre vie, selon la connaissance que nous avons de son évolution. Au centre du système solaire se trouve le Soleil, étoile autour de laquelle gravitent les 9 planètes. Ces planètes sont rondes, ce qui suppose qu'elles étaient à l'origine constituées d'un disque de poussière et de gaz en rotation autour du Soleil. La plupart d'entre elles disposent de leur propre lune. Entre les orbites de Mars et de Jupiter, on dénombre plus de 3500 astéroïdes, blocs rocheux, recensés à ce jour, qui mesurent de 1,7 km à 1035 km de diamètre. Il existe sans doute des milliers d'astéroïdes de moindre importance et trop minuscules pour être vus depuis la Terre. Certaines rumeurs laissent penser qu'il existerait une 10e planète au-delà de Pluton. D'ailleurs, il me semble qu'entre-temps, Pluton ne fait plus partie des planètes du système solaire. Tant que la Lune se lèvera, tant que les rivières couleront, tant que le soleil brillera, tant que l'herbe poussera. Poème des Indiens d'Amérique destiné aux accords conclus pour l'éternité. Le Soleil et ses planètes. Le Soleil est le centre et la source d'énergie du système solaire. Son volume représente 1 million de fois celui de la Terre, tandis que sa masse n'est que 330 000 fois supérieure à celle de notre planète et contient principalement des gaz, de l'hydrogène et de l'hélium. Son énergie provient de la fusion des atomes d'hydrogène. À la surface du Soleil, la température atteint les 5500 degrés, mais son centre se révèle encore plus chaud, avec 15 millions de degrés. La Terre gravite autour du Soleil en une année, à une distance de 150 millions de kilomètres. Dans un vaisseau spatial qui avancerait à la vitesse d'une voiture moyenne, il faudrait un siècle pour couvrir la distance de la Terre au Soleil. Attention, ne jamais regarder le Soleil en face. Le Soleil sera-t-il
Chaque seconde, le Soleil transforme 4 millions de tonnes de ces gaz en énergie. En surface, des explosions de gaz et d'énergie appelées flamboiements et protubérances sont si intenses qu'elles peuvent provoquer des orages magnétiques sur la Terre. Le dieu Soleil. Les Aztèques croyaient que leur monde avait débuté lorsque les dieux s'étaient sacrifiés pour donner naissance au Soleil. Pour aider cette divinité dans ses combats nocturnes contre la Lune et les étoiles, les Aztèques bâtirent de gigantesques temples où sacrifices et prières se succédaient. Les planètes inférieures, les 4 planètes les plus proches du Soleil, sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Constituées de roches et de métal, on les appelle souvent les planètes terrestres car elles ressemblent à la nôtre. Mercure est petite, déserte et si proche du Soleil que sa surface peut atteindre des températures de 427 degrés. Vénus, d'une taille comparable à celle de la Terre, a une atmosphère composée d'épais nuages d'acide sulfurique, ce qui rend cette planète plus chaude que Mercure. Mars est recouverte de rochers et de poussière rouge. Son atmosphère est légère et elle dispose de pôles glacés tels que nos pôles nord et sud. Le nom des planètes. Outre la Terre, les Romains et les Grecs de l'Antiquité ne connaissaient que 5 planètes auxquelles ils attribuaient des noms de dieux. Mercure était le dieu romain du commerce, Vénus, la déesse de l'amour, et Mars, le dieu de la guerre. Quant à Jupiter, il régnait sur les intempéries, tandis que Saturne était le père de tous les dieux. Les autres planètes, découvertes plus tard, portèrent aussi des noms de divinités. Les planètes supérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont d'énormes planètes à gravitation rapide qui se composent principalement de gaz et de liquide. Elles ne disposent pas d'une surface solide. Aucun vaisseau spatial ne pourrait donc s'y poser. Pluton, toutefois, est petite, glacée et solidifiée. Saturne, avec ses spectaculaires anneaux, est la plus belle de toutes. Formée de poussière et de morceaux de glace, ces célèbres anneaux dépassent les 280 000 km de largeur pour seulement 18 à 30 mètres d'épaisseur. Saturne est si légère qu'elle pourrait flotter à la surface de l'eau. Les mystérieuses lunes. La Lune, notre voisine la plus proche, le seul astre que les hommes aient visité jusqu'ici, ne se trouve qu'à environ 384 000 km de nous, ce qui n'est guère éloigné dans l'espace. La lumière froide de la Lune, ses formes changeantes et ses motifs en surface nous fascinent depuis toujours. De nombreuses civilisations ont vénéré cet astre comme un dieu. Aucune autre planète inférieure ne possède une lune telle que la nôtre. Mercure et Vénus n'en ont aucune, tandis que les 2 lunes de Mars sont minuscules. Les planètes supérieures possèdent tant de lunes que certaines demeurent encore à découvrir. Parmi celles que l'on a recensées, seulement 4 sont plus grosses que la nôtre. L'aigle s'est posé. Le 21 juillet 1969, des hommes foulent le sol lunaire pour la première fois. Le vaisseau spatial américain Apollo 11 a déposé Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans une plaine appelée mer de la Tranquillité, puis il les a ramenés sains et saufs sur la Terre. Jusqu'en 1972, 10 autres astronautes auront marché sur la Lune, mais personne n'y est retourné depuis. Les missions Apollo nous ont permis de découvrir que la Lune était criblée de cratères et de rochers, tout à fait
semblables à ceux que l'on trouve sur la Terre. La face visible de notre Lune. Le même temps est nécessaire à la Lune pour tourner sur elle-même que pour graviter autour de la Terre, si bien qu'elle nous montre toujours la même face. Sa surface est parsemée de cratères, points d'impact de rochers qui s'y sont écrasés. Des volcans ont aussi modelé son apparence en déversant de la lave en fusion pour créer des plaines ou mers qui n'ont jamais contenu d'eau. Tout au long de l'histoire, les gens ont cru apercevoir des motifs à la surface de la Lune, tels que des animaux ou des visages. Dans la mythologie égyptienne, la Lune symbolisait l'œil gauche du dieu Horus. De quoi se compose-t-elle? Nous nous sommes toujours demandé à quoi ressemblait la surface de la Lune. Depuis les expéditions Apollo, nous savons que son sol se compose d'une fine poudre rocheuse, des ombres dans l'espace. Les éclipses solaires surviennent lorsque le Soleil, la Lune et la Terre se retrouvent dans le même alignement. La Lune masque le Soleil. Les anciens Chinois croyaient que les éclipses solaires étaient des dragons qui dévoraient le Soleil. Lors des éclipses lunaires, en revanche, c'est la Lune qui traverse l'ombre de la Terre. Les autres lunes. De nombreuses autres planètes possèdent des lunes. Ganymède, la plus grosse lune du système solaire, gravite autour de Jupiter. Avec ses 5260 km de diamètre, sa taille est 1,5 fois supérieure à celle de notre Lune. Titan, la plus grosse lune de Saturne, est la seule à disposer d'une atmosphère dense. Par ailleurs, la plupart des lunes de Jupiter et de Saturne sont désertiques. J'ai oublié de lire celui-là. Les changements de lune. La lune ne brille pas, mais elle réfléchit la lumière du soleil. Les phases lunaires, changements de lune, sont dus aux positions de la Terre, du soleil et de la lune elle-même. À la nouvelle lune, la partie éclairée par le soleil tourne le dos au soleil, si bien que nous apercevons à peine sa surface. Comme dans cette image, à mesure que la lune gravite autour de notre planète, sa face exposée à la Terre s'éclaire de plus en plus, jusqu'à la pleine lune. D'où vient la lune? Nul ne le sait réellement. L'hypothèse la moins contestée affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre un énorme astéroïde et la Terre. Sous le choc, des débris rocheux ont été projetés de la Terre pour former un anneau qui, plus tard, a formé la Lune. Une autre théorie insinue que la Lune se trouvait à l'origine dans un autre endroit du système solaire et que la pesanteur l'aurait ensuite attirée vers la Terre. Étoiles et galaxies. Le système solaire est vaste, mais il est minuscule en comparaison des distances qui séparent les étoiles. Celles-ci sont si éloignées que même observées avec le plus puissant des télescopes terrestres, on n'apercevra que des points lumineux. Dans l'espace, les étoiles ne se répartissent pas de façon uniforme, mais elles sont rassemblées en grands groupes, les galaxies ou nébuleuses. La Voie lactée, notre galaxie, englobe 100 000 millions d'étoiles. En voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait plus de 4 ans pour atteindre la plus proche, mais l'on mettrait à peine 8 minutes pour rejoindre notre propre étoile, le Soleil. Parvenir à Andromède, la plus proche des galaxies après la Voie lactée, prendrait 2,2 millions d'années. Les étoiles ne brillent pas toutes avec la même intensité. Cela dépend de leur éloignement. Les plus étincelantes, qui s'observent à l'œil nu, ont leur propre nom et sont regroupées en constellations. Au sein d'une même constellation, les étoiles paraissent proches les unes des autres, mais certaines sont plus éloignées de notre Terre que d'autres.
les étoiles. Elles effrayaient les gens qui voyaient en leur passage l'annonce d'un terrible événement, tel la mort d'un souverain. Nous savons à présent que les comètes sont des masses glacées vagabondes en provenance des confins du système solaire. Elles deviennent visibles lorsque le soleil les réchauffe en transformant leur glace en vapeur, ce qui crée une queue dans leur sillage. Lorsque la Terre traverse la poussière laissée par une comète, les particules se désintègrent dans l'atmosphère sous la forme de météores. Qu'est-ce qu'une comète? C'est une sorte de grosse boule de glace, de poussière et de suie. Sa taille peut être celle d'une maison ou atteindre quelques kilomètres de large. Elle est pourtant trop petite pour être aperçue, sauf lorsqu'elle passe près du soleil. À mesure qu'elle s'en approche, la chaleur de notre étoile transforme la glace en gaz ou en vapeur, ce qui crée une sorte de nuage rougeoyant et une longue queue brillante, toujours dans le sillage de la comète, tandis qu'elle traverse le système solaire. À ce stade, il est possible d'observer celle-ci depuis la Terre. Selon les scientifiques, il existe sans doute des millions de comètes dans le cosmos. Une visite périodique. La plus célèbre des comètes est la comète de Halley, qui réapparaît tous les 76 ans. Elle doit son nom à l'astronome Edmund Halley, 1656-1742. En 1986, la sonde spatiale Giotto l'a examinée et l'on a découvert que la comète avait la forme d'une gigantesque cacahuète de 15 km de long sur 8 km 3 de large. Les comètes dans l'histoire. Les textes les plus anciens ont toujours signalé les passages de comètes. Ainsi, l'étoile qui apparaît selon la Bible à la naissance du Christ pourrait très bien être une comète. De même, la célèbre tapisserie de Bayeux représente des gens du Moyen-Âge qui s'émerveillent de la comète de Halley lors d'un de ses passages en 1066. Combien d'étoiles filantes dans le ciel? Chaque jour, 300 tonnes de poussière et de roches se désagrègent dans l'atmosphère terrestre. La plupart se composent de minuscules particules qui se désintègrent en météores. Cela ressemble à des traînées lumineuses dans le ciel, d'où l'expression étoile filante. En une heure, un observateur peut apercevoir une dizaine d'étoiles filantes. Des dragons dans le ciel. Les météorites sont des blocs rocheux en provenance d'astéroïdes du système solaire, trop volumineux pour se désintégrer en pénétrant dans l'atmosphère terrestre. Ils tombent en heurtant le sol. On les aperçoit nettement dans le ciel et ils ont toujours effrayé les hommes. Souvent, on les a pris pour d'énormes et féroces dragons venus attaquer le monde, ou encore pour des armes vengeresses des dieux en colère venus détruire la terre. Collision sidérale. En juillet 1994, la comète Shoemaker-Levy plonge dans l'atmosphère de Jupiter. Bien qu'elle se brise en 1000 morceaux avant de heurter la planète, elle provoquera plusieurs explosions. Sommes-nous en danger? Il y a environ 50 000 ans, une grosse météorite a heurté l'Arizona, créant ainsi un vaste cratère. Si une gigantesque météorite venait à percuter la Terre, ce serait la fin du monde. Patatras. En 1908, une grosse météorite s'écrase en Sibérie, près de Tunguska, détruisant plusieurs hectares de forêt et laissant derrière elle un paysage totalement dévasté. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne ne fut blessé. Les ciels étoilés. Comme les êtres humains, les
les étoiles naissent, vieillissent et meurent. En observant attentivement le ciel, nous pouvons apercevoir des étoiles de tout âge. Celles-ci se composent de nuages de gaz d'hydrogène qui se compriment sous la pesanteur. Elles produisent d'énormes quantités d'énergie en convertissant l'hydrogène en hélium. Vers la fin de leur existence, les étoiles géantes se transforment en substances encore plus lourdes. Finalement, celles-ci éclatent en provoquant de gigantesques explosions appelées supernovas, dispersant ainsi des éléments comme le carbone, le silicium, le fer et l'oxygène dans l'espace. De nouvelles étoiles et planètes naissent ensuite à partir de ces fragments. La Terre et tout ce qui la compose, y compris nous-mêmes, ne sont en fait que du matériau recyclé d'étoiles mortes depuis longtemps. Naine et géante. Une étoile géante subit une énorme pression dans son noyau. Elle peut finir sa vie en supernova, laissant dans son sillage une minuscule étoile à neutrons ou encore un trou noir. Les toutes petites étoiles peu brillantes ou naines brunes ne deviennent jamais de véritables étoiles. Leur intensité s'affaiblit peu à peu et elles s'éclipsent pour devenir des naines noires. Dans le vide, après l'explosion d'une gigantesque étoile, le noyau demeure et se comprime en un point minuscule, le trou noir. La force de gravité y est si puissante que même la lumière ne peut s'en échapper. La vie d'une étoile. À l'origine, il s'agit d'un nuage de gaz et de poussière qui s'attire par la force de gravité pour constituer une étoile. À la fin de sa vie, celle-ci s'enfle en une géante rouge, puis explose à l'extérieur de ses couches de gaz pour ne laisser qu'une minuscule naine blanche. Même notre bon vieux soleil finira ses jours de cette façon. Une découverte scientifique. Sir Arthur Eddington, 1882-1944, fut l'un des premiers scientifiques à comprendre que les mystérieuses spirales que l'on voyait dans le ciel étaient des galaxies. En observant la lumière suivre une courbe lors d'une éclipse en 1919, il put vérifier que la théorie d'Einstein sur la pesanteur était juste. Eddington rédigea plusieurs ouvrages célèbres expliquant la nature de l'univers de façon simple et compréhensible. Notre galaxie. La Voie lactée est une nébuleuse spirale. Notre système solaire constitue l'un des bras de la galaxie. Il se situe à environ 2/3 de l'endroit où l'on sort de la nébuleuse. Les pulsars. Il existe des étoiles très denses, dites à neutrons, et mesurant une vingtaine de kilomètres de large. Elles tournent rapidement sur elles-mêmes et émettent des signaux radioélectriques réguliers, captés par de puissants récepteurs terrestres. D'où leur appellation de pulsar, contraction de pulsating stars en anglais. Des motifs dans l'espace. Les galaxies se classent en 4 catégories. Les nébuleuses spirales ressemblent un peu au soleil des feux d'artifice et regroupent de jeunes étoiles. Les galaxies elliptiques englobent de vieilles étoiles, tandis que les galaxies barrées possèdent une ligne épaisse en leur milieu. Enfin, la dernière catégorie correspond aux nébuleuses irrégulières dont la forme varie selon le nombre d'étoiles qu'elles contiennent. Que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir? Vous seriez happé comme un spaghetti, car l'une des deux extrémités de votre corps subirait une attraction plus forte que l'autre. Et pft, plus personne à l'horizon. Nul ne peut s'échapper d'un trou noir, même pas la lumière, une fois qu'il en a franchi l'accès. L'étoile la plus scintillante, Eta Carinae, est l'étoile la plus lumineuse
possède sa propre zone dans le ciel dont on a établi la carte en 1930. Les constellations sont utiles pour trouver son chemin dans le ciel. Et oui, au cas où un jour on se perde dans l'espace. L'exploration de l'univers. Nous connaissons mieux l'univers grâce aux télescopes, aux radiotélescopes et aux satellites qui nous permettent de l'observer. Il est si vaste que nous ne pouvons qu'espérer en explorer une minuscule partie. Toutefois, il suffit d'observer notre univers pour faire de stupéfiantes découvertes. Nous connaissons la composition des étoiles, leur distance, la vitesse à laquelle elles se déplacent, la chaleur qu'elles produisent, leur intensité lumineuse, et nous pouvons même déterminer leur âge. En plaçant des télescopes au sommet des montagnes, nous pouvons voir plus loin et plus distinctement qu'au ras du sol, car l'atmosphère y est moins polluée et l'image plus précise. Les télescopes spatiaux comme Hubble offrent des images d'une incroyable précision. 4 siècles d'observation au télescope n'ont fait que confirmer que le cosmos était vraiment mystérieux et que des milliers de découvertes restent encore à faire. Je soupçonne l'univers d'être non seulement plus étrange que nous le supposons, mais encore bien plus étrange que nous pourrions le supposer. J.B.S. Aldan. L'observation du cosmos. Les gros télescopes fonctionnent mieux que ceux de petite taille, car ils captent davantage de lumière et peuvent détecter des objets plus flous et plus éloignés. Toutefois, si les lentilles sont trop grosses, elles peuvent courber sous leur propre poids et déformer l'image. Les miroirs concaves, bombés vers l'extérieur, fonctionnent mieux car ils réfléchissent la lumière et peuvent être soutenus à l'arrière. Grâce à des systèmes électroniques, on peut collecter et enregistrer des résultats avec davantage de précision que ne le ferait l'œil humain. Cependant, le plus puissant des télescopes terrestres n'offrira jamais les moindres détails d'une étoile lointaine ou des planètes en orbite autour d'elle. Les premiers télescopes, construits en 1609, la lunette astronomique de Galilée se composait de 2 lentilles fixées à chaque extrémité d'un tube. En 1671, Isaac Newton inventa un télescope qui utilisait des miroirs. En 1845, Lord Rosse construisit un télescope à miroir grâce auquel il découvrit la forme en spirale de certaines nébuleuses. En 1931, Karl Jansky capta par hasard des fréquences hertziennes radioélectriques en provenance de la Voie lactée. Celles-ci incitèrent Groth-Reber à inventer le premier radiotélescope en 1936, lequel permit aux astronomes d'explorer l'univers beaucoup plus en détail. Les observatoires. C'est en 1675 que l'on installe l'Observatoire royal de Greenwich sur l'ordre du roi Charles II d'Angleterre, afin d'établir une nouvelle carte du ciel à l'usage des marins. Greenwich à Londres correspond à l'endroit exact où se rejoignent les parties occidentales et orientales de la Terre. Au fil du temps, le ciel de Londres deviendra cependant trop pollué pour qu'on puisse bien observer les étoiles, et l'on a depuis installé des observatoires dans des endroits plus isolés. Les plus modernes se trouvent à Hawaï et aux îles Canaries à des hauteurs élevées similaires, sous des ciels bien dégagés et non pollués. Des images d'avant-garde. Lancé en 1990, le télescope spatial Hubble dispose d'un miroir de 2,40 m et se trouve en orbite à 618 km au-dessus de la Terre. Totalement au point depuis 1993, Hubble retransmet
transmet les images d'objets lointains les plus distinctes qu'on ait jamais pu observer. Je ne sais pas si aujourd'hui il est toujours en activité. Quel est le plus grand télescope du monde? Avec son réflecteur de 10 mètres, c'est le Keck de Mauna Kea à Hawaï. La forme du miroir est si précise que la marge d'erreur admise atteint à peine la largeur d'un millième de cheveu humain. Les ondes hertziennes. Les radiotélescopes servent à écouter les fréquences hertziennes, radioélectriques, émises par les étoiles et les galaxies. Ils existent sous la forme de paraboles ou d'antennes classiques. Les signaux retransmis sont traités par ordinateur afin d'obtenir un graphique que l'on peut ensuite convertir en image. On peut relier entre eux plusieurs radiotélescopes éloignés et combiner les signaux qu'ils captent pour obtenir la description précise et détaillée d'une unique source radioélectrique dans l'espace. Karl Jansky. Au-delà de toute perception visuelle, la lumière que nous apercevons des étoiles n'est qu'une infime fraction de l'énergie qu'elles produisent. Les télescopes, dont certains sont en orbite dans l'espace, peuvent servir à capter d'autres émissions invisibles, parmi lesquelles les rayons infrarouges et ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. De fantastiques voyages. Grâce à la fusée, le rêve d'un voyage dans l'espace a pu devenir réalité. Cet engin parvient à décoller en brûlant du combustible qui produit des gaz, lesquels s'échappent par une tuyère d'éjection et le propulsent. Spécialement conçus pour l'espace, les moteurs d'une fusée doivent transporter tout le combustible et l'oxygène nécessaires à leur fonctionnement. On peut atteindre l'espace grâce à la fusée à étages qui se détachent les uns après les autres après combustion. Depuis les toutes premières fusées spatiales, des vaisseaux ont pu explorer les confins du système solaire et des hommes ont pu marcher sur la Lune. Une vision du futur. L'auteur français Jules Verne était célèbre pour ses visions futuristes. Dans son roman de science-fiction De la Terre à la Lune, paru en 1865, ces voyageurs sont propulsés dans l'espace au moyen d'un canon, un système qui leur aurait été fatal dans la réalité. Ne pouvant se poser sur la Lune, ils se contenteront de graviter autour, puis reviendront sur Terre. Les pionniers de la fusée spatiale, c'est Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky, un savant, qui mettra au point les principes fondamentaux de la fuséologie, science des fusées, au début du XXe siècle. Robert Goddard, un physicien américain, dont on aperçoit la toute première fusée, et l'allemand Werner von Braun ont construit et lancé des engins avec succès. La fusée V2 de von Braun a servi d'arme dévastatrice aux nazis au cours de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. La NASA. Aux États-Unis, la NASA, National Aeronautics and Space Administration, a permis en juillet 1969 au premier homme de marcher sur la Lune. Elle a également mis au point la première navette spatiale réutilisable. Les missions spatiales inhabitées de la NASA ont permis de nombreuses découvertes. Ainsi, grâce au vaisseau Viking, on sait qu'il n'existe aucune trace de vie sur la planète Mars. Pouvons-nous arrêter le temps? Selon les théories d'Albert Einstein, si l'on arrive à concevoir un vaisseau spatial capable de voyager à la vitesse de la lumière, le temps à bord ne s'écoulera plus. Un astronaute pourrait ainsi voyager pendant 1000 ans et revenir sur Terre sans avoir pris une ride. Mais il est peu probable que notre technologie permette un jour la construction d'un engin aussi rapide. Seul dans l'espace, le 12 avril
1961, l'ex-URSS lance le premier homme dans l'espace, le commandant Youri Gagarin, à bord de Vostok 1. Le cosmonaute gravitera une seule fois autour de la Terre, puis reviendra s'y poser sans encombre. Les sondes spatiales. Dans les années 70, les premières sondes spatiales à quitter le système solaire sont Pioneer 10 et Pioneer Saturne, puis deux vaisseaux voyageurs. Les vaisseaux prendront des images en gros plan de Jupiter et de Saturne, puis Voyageur 2 rendra visite à Uranus et à Neptune. Galilée, la dernière sonde en date, a été lancée en 1989. Peut-être que depuis la sortie du livre, il y en a eu d'autres. À cause d'un itinéraire complexe, elle mettra un certain temps avant d'atteindre les planètes supérieures. Les détritus des astronautes, les paysages du système solaire sont jonchés de matériel laissé par diverses expéditions. La carte de visite de la Terre. Lancée en 1972, la sonde Pioneer 10 transporte une plaquette informative, une sorte de carte de visite, au cas où elle croiserait un jour une autre forme de vie intelligente. On peut y voir un dessin représentant des êtres humains des deux sexes, ainsi qu'une carte du ciel permettant de localiser notre système solaire. L'avenir de l'univers. La plupart des astronomes pensent qu'un Big Bang, gigantesque explosion, est à l'origine de l'univers. Il y a environ 15 millions d'années, l'univers était incroyablement brûlant et minuscule, plus petit qu'un atome. Puis il y a eu le fameux Big Bang, et l'univers a commencé à se dilater très rapidement. Toute la matière du cosmos est encore en train de s'éparpiller et de récentes découvertes ont prouvé que la théorie du Big Bang était correcte. Si l'univers a commencé par une explosion, comment va-t-il s'achever? La réponse s'avère plus incertaine. Il se peut qu'il continue à s'étendre ou qu'il commence à se réduire et finisse par ce que l'on appelle le Big Crunch. Gigantesque collision où toutes les galaxies s'écrasent dans un futur très lointain. Tout dépend de la quantité de matière contenue dans le cosmos. S'il en existe suffisamment, sa force de gravité sera assez puissante pour interrompre l'expansion de l'univers et le conduira au Big Crunch. Mais personne ne connaît exactement la masse contenue dans l'univers. Nous nous retrouvons dans un monde déconcertant. Nous souhaitons donner un sens à ce que nous voyons autour de nous et nous demander quelle est la nature de l'univers, quelle est notre place au sein de celui-ci, d'où vient-il et d'où venons-nous, pourquoi est-ce ainsi? Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Les extraterrestres existent-ils? Sommes-nous seuls dans l'univers? Si la vie s'est développée naturellement sur la Terre, comme le pensent les scientifiques, elle s'est sans doute développée ailleurs. Il existe tant de milliards d'étoiles semblables au Soleil que bon nombre d'entre elles doivent avoir des planètes. Parmi ces dernières, il en existe sans doute dont les conditions de vie ressemblent à celles de la Terre. Si c'est le cas, alors nous ne sommes certainement pas seuls. Pour découvrir d'autres formes de vie intelligentes, il nous faut constamment écouter et observer le cosmos. Depuis plus de 30 ans, les radiotélescopes sont braqués sur les étoiles afin de capter les moindres émissions radioélectriques en provenance de civilisations éloignées. Mais jusqu'ici, sans succès. La quête de la vie dans notre univers continue et risque fort de se poursuivre à jamais. Peut-on prouver l'existence d'une éventuelle forme
désert du Pérou, on aperçoit distinctement de mystérieux tracés qui, selon certains, seraient l'œuvre d'extraterrestres venus sur Terre il y a fort longtemps. Une vieille histoire. Depuis toujours, les gens se sont interrogés sur l'existence d'autres vies dans l'univers en voyant des lumières étranges dans le ciel. La planète volante non identifiée. Nombreux sont ceux qui, croyant avoir vu des ovnis, objets volants non identifiés, n'ont en fait aperçu que la planète Vénus. Sa surface est recouverte de nuages qui renvoient la lumière du soleil, ce qui la rend très lumineuse dans le ciel nocturne. Des lumières dans le ciel. Certains disent avoir vu d'étranges objets lumineux dans le ciel. Malgré les rumeurs et l'observation constante du ciel, on ne détient toujours pas de preuves tangibles que ces lumières sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres. La plupart des ovnis correspondent sans doute à des nuages aux formes étranges, à moins qu'il ne s'agisse de photos soigneusement truquées. La vie sur Mars. L'astronome Percival Lowell, 1855-1916, croyait voir des canaux sur Mars, preuve d'une forme de vie intelligente sur cette planète, mais il ne s'agissait que d'illusions d'optique, comme l'a prouvé le vaisseau spatial Viking. Toutefois, une photo prise plus tard semblait représenter un visage gravé sur la surface de la planète. Était-ce la nouvelle preuve d'une ancienne civilisation martienne? Non. Malheureusement, il s'agissait encore d'une illusion d'optique due aux rochers dont les formes masquées par l'ombre évoquaient un visage. Des petits hommes verts. La plupart des images d'extraterrestres ont été créées au cinéma dans des films comme E.T. On les représente souvent avec une peau verte ou grise, de grands yeux s'exprimant lentement et posément. Un extraterrestre aura sans doute un aspect très différent du nôtre et lui-même risque fort de nous trouver bizarres, à moins qu'il nous ressemble trait pour trait, qui sait. Panique dans le pays. La guerre des mondes du romancier H.G. Wells relate l'invasion de la Terre par les Martiens, écrit en Grande-Bretagne en 1898. Le roman sera adapté pour la radio en 1938 aux États-Unis. Lors de la diffusion, l'histoire semble si convaincante que des milliers d'auditeurs, croyant qu'il s'agit d'un véritable bulletin d'information, descendent en pyjama dans les rues et se mettent à courir en hurlant. D'autres romans de science-fiction sont parus depuis, mais aucun n'aura connu un tel impact sur le public. Des mystères inexpliqués. Le plus grand mystère de l'univers concerne son étendue réelle. Les galaxies en spirale ont une forme si constante qu'elles doivent englober davantage de matière que ce que nous pouvons en voir. En fait, les étoiles visibles ne forment sans doute qu'un dixième de la masse, matière totale du cosmos. Alors de quoi se compose le reste ou la masse manquante? Il peut s'agir d'étoiles d'une trop faible intensité pour être aperçues, mais en réalité nous n'en savons rien. Pourtant, il s'avère capital de connaître la réponse car c'est la masse qui détermine si l'univers va continuer à se dilater pour s'achever dans un grand vide glacial, le Big Chill, ou bien s'il finira par l'anéantissement total au cours d'un Big Crunch. Voyage dans le temps. Dans des films ou séries TV tels que Doctor Who ou Retour vers le futur, ainsi que dans des romans comme La machine à remonter le temps d'H.G. Wells, les héros voyagent dans le temps, mais cela sera-t-il possible un jour? Selon les théories d'Einstein, si quelqu'un vient à tomber dans un trou noir, il n'en meurt pas, mais il risque fort de passer à travers des tunnels pour atteindre un autre univers, un autre endroit de notre cosmos, ou même un autre temps.
voyager d'une période donnée à une autre. Cela paraît fou, mais qui sait? Le Big Crunch. De nombreux scientifiques pensent que l'univers s'achèvera comme il a commencé, c'est-à-dire en un simple point, théorie de l'univers fermé. Si ce Big Crunch se produit, qu'arrivera-t-il ensuite? Cela va-t-il déclencher un nouveau processus avec un autre Big Bang qui donnera naissance à de nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies, de nouvelles planètes et une nouvelle Terre? Combien dénombre-t-on de trous noirs? Il se peut que leur nombre dépasse celui des étoiles visibles, soit plus de 100 000 millions uniquement dans notre galaxie. Si c'est le cas, cela permettrait d'expliquer la masse manquante du cosmos, car un trou noir peut contenir suffisamment de matière pour former 100 000 soleils. Un impact mortel. Il y a 65 millions d'années, un énorme astéroïde a dû heurter la Terre, provoquant ainsi un nuage de débris qui a modifié le climat et précipité la fin des dinosaures. Cela pourrait bien se reproduire et les astronomes restent vigilants pour nous prévenir d'un éventuel danger. La planète X. Au plus profond du système solaire se trouve peut-être un 10e astre, provoquant des mouvements inhabituels chez les planètes supérieures. La chasse continue pour découvrir cette mystérieuse planète X. Une colonie sur Mars. Si l'on parvient à réchauffer la planète Mars avec des gaz et des réflecteurs solaires dans l'espace, des êtres humains pourraient éventuellement s'y établir. L'avenir de l'univers. Si notre univers est né il y a 15 milliards d'années, la vie humaine n'existe que depuis peu de temps. Il nous faudra des centaines, voire des milliers d'années pour comprendre tous les secrets de l'espace. Avec tant de nouveaux mondes et de nouvelles galaxies à explorer, tant d'énigmes à élucider, il n'est guère étonnant que les scientifiques continuent inlassablement à vouloir percer les mystères de l'univers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu et détendu. Il nous reste encore des chapitres passionnants à lire. La prochaine fois, nous lirons les océans. En attendant,